Pour commencer, une question. Dans quel pays peut-on révoquer le présentateur météo de la télévision parce qu'il n'est pas parfaitement dans la ligne du gouvernement? Dans quel pays? Alors on pourrait penser effectivement que c'est Cuba ou la Corée du Nord. Je vous arrête tout de suite, c'est la France. C'est la France où on peut révoquer un présentateur météo parce qu'il ne correspond pas, ou ce qu'il dit ne correspond pas aux souhaits du gouvernement. Alors, comment rétablir la pluralité dans les médias? Alors, je voudrais dire d'abord, alors je risque de vous choquer, mais je trouve très bien qu'il y ait des journalistes favorables au mariage gay. Je trouve très bien qu'il y ait des journalistes qui expliquent que l'immigration est une chance pour la France. Je trouve très bien qu'il y ait des journalistes qui expliquent que le Front National c'est très mal et que le Front Républicain c'est très bien. Je trouve très bien qu'il y ait des journalistes qui expliquent que Poutine est dangereux, qu'Assad est dangereux et qu'au contraire, Obama est un type formidable. Je trouve très bien qu'il y ait des journalistes qui soient contre la déchéance de la nationalité pour les terroristes. Là où je m'interroge, c'est quand je vois qu'une télévision comme iTélé, par exemple, va organiser un débat sur la déchéance de la nationalité où il y aura 5 journalistes contre. Sur 5. Alors que 90 à 95% des Français sont favorables. Et je crois que toutes ces prises de position des journalistes sont très bien, à une condition et à une seule, c'est qu'on entende aussi et autant le point de vue contraire. Parce que comment approcher la réalité, comment approcher la vérité, si ce n'est par la libre confrontation des idées. Or, ce n'est évidemment pas le cas. Nous avons aujourd'hui des médias, je parle des médias de l'oligarchie, je parle des médias officiels, je ne parle pas des médias alternatifs qu'on peut trouver sur Internet, qui sont les porteurs d'une idéologie unique. Une idéologie unique que j'appelle pour ma part le MIME. Le MIME, mondialisme, immigrationniste, marchand. Et nous avons non pas des médias d'information, mais des médias de propagande. Des médias de propagande qui agissent avec de l'argent public et avec des fréquences publiques, avec aussi de l'argent privé, on y viendra ensuite. Alors, comment rétablir le pluralisme? Je ne parle pas là de l'action, encore une fois, des médias alternatifs, qui est évidemment essentiel aujourd'hui. Je parle là des médias officiels. Alors, regardons d'abord, on va regarder d'abord la presse écrite, ensuite on regardera la presse audiovisuelle. Alors, la presse écrite, son fonctionnement, son modèle économique est extrêmement simple. La presse écrite est détenue par des milliardaires pour défendre les intérêts des milliardaires et elle est financée par les contribuables. Alors, dit comme ça, on peut dire c'est un petit peu polémique. Pas du tout. Pas du tout. On va défiler. Libération, propriétaire, M. Drahi, milliardaire israélien. Les Inrocks, propriétaire, M. Drahi, qui a aussi BFM et quelques autres choses, mais là, on n'est plus dans la presse écrite. Le Figaro, propriétaire, M. Dassault. Marchand d'avions
d'affaires et d'armes. Le Monde, journal de référence, respect. Propriétaire, M. Niel, M. Berger, M. Pigasse, Banque Lazare. Les Échos, propriétaire, M. Arnaud, LVMH, le luxe, qui a aussi d'autres propriétés. Le Point, Pinault, on est dans la même logique. J'ai oublié pour l'Express, c'est aussi M. Drahi. Je pourrais continuer l'énumération. Ce sont bien des milliardaires qui défendent des intérêts, qui acquièrent ces journaux pour acquérir de l'influence au service de leurs intérêts particuliers et des intérêts généraux du monde qu'ils représentent. Mais attention, cette presse écrite, son équilibre économique, c'est le contribuable. 2,5 milliards de subventions pour la presse écrite, sous forme de taux réduits de TVA, sous forme d'avantages en termes d'imprimerie, d'avantages en termes d'acheminement postaux, et puis aussi de financement particulier. Par exemple, la mise en place des sites Internet de la presse écrite pour concurrencer les médias alternatifs a été directement financée par des dotations particulières de l'État. Alors, comment rétablir le pluralisme? Là, il y a une solution extrêmement simple qui permet ensuite, en plus de contribuer à diminuer le déficit public, parce que j'observe qu'un certain nombre de journaux, comme Le Monde ou comme Le Figaro, expliquent qu'il faut diminuer le déficit public. Ben oui, moi je trouve 2,5 milliards. On supprime les avantages indus de la presse écrite, qui pourra continuer à vivre en trouvant des lecteurs et donc en étant davantage pluraliste, comme le sont d'ailleurs, je ne suis pas un admirateur du modèle anglo-saxon, mais je suis bien obligé de constater qu'il y a une presse plus libre dans les îles britanniques et qu'il y a dans le New York Times des tribunes libres qui sont inenvisageables dans le monde. Il y a eu, il y a quelques jours, un article du New York Times qui traitait du problème du grand remplacement en Europe en employant le vocabulaire du grand remplacement, ce qui est totalement impossible dans une tribune libre du Monde, par exemple. Voilà. Donc, voilà ma première proposition, que les journaux, si tant est que la forme de la presse écrite ait encore un grand avenir technologique, que les journaux se financent avec l'achat de leurs lecteurs et non pas avec les subventions des contribuables. Les contribuables, ils subventionnent aussi, je ne sais pas si vous voyez des fois, si vous sortez d'une gare, vous allez avoir des gens qui vont vous présenter les journaux officiels, enfin Le Monde, Le Figaro, Libération, etc. Ces gens-là sont subventionnés par les contribuables. Voilà. Bon. Donc voilà la première option. J'en viens maintenant à l'audiovisuel. Radio, télévision. On retrouve en partie le problème, puisque l'audiovisuel public reçoit 4 milliards d'euros de subventions par la redevance chaque année, pour ensuite pratiquer l'épuration de ceux qui pensent mal. On a viré Zemmour de France 2, on a viré Verdier, le présentateur météo qui n'était pas dans la ligne du gouvernement, on supprime Question pour un champion qui était une émission populaire mais pas assez vulgaire, et j'en passe. Bon, là, ça, c'est l'audiovisuel public. Mais tout l'audiovisuel bénéficie, en fait,
d'une intervention de l'État, parce que derrière l'audiovisuel, il y a des biens publics, au sens économique du terme, c'est-à-dire l'attribution de fréquences ou l'attribution de canaux numériques. Je vais citer un exemple auquel Henri de Lesquen ne manquera pas d'être sensible. Radio Courtoisie a en tout et pour tout le droit d'émettre sur Paris et sur 2-3 patelins de Normandie et de Mayenne. Et Beurre FM, que vous écoutez tous, j'imagine, a 18 fréquences sur l'ensemble des territoires et des canaux numériques sur Paris, Marseille, Nice. Qui décide de la répartition de ces fréquences? Qui décide de la répartition de ces canaux? Qui contrôle la distribution des canaux numériques pour la télévision ou pour la radio? C'est le CSA. Le CSA, c'est ce qu'on appelle une autorité indépendante. Alors, je vais vous dire, si vous nourrissez l'ambition d'être nommé à la tête d'une autorité indépendante, il faut d'abord être dépendant très longtemps. Parce que si vous êtes dépendant très longtemps, les gens qui vous nomment auront confiance en vous. D'autant plus qu'on vous nomme pour 6 ans et que vous pensez forcément que 6 ans après, vous aurez une carrière à continuer. Et donc, voilà, il faut faire usage de son indépendance dans des circonstances tout de même qui le permettent de manière raisonnable. Et alors, je dois dire, le président du CSA est un type tout à fait indépendant. C'est l'ancien directeur de cabinet de M. Jospin. M. Schrammeg, c'est une garantie de neutralité absolue. Alors, il faut réformer le CSA. Il faut supprimer le CSA et nommer un autre organisme à sa place. Alors, c'est toujours très difficile parce que c'est vrai qu'organiser le pluralisme, organiser la pluralité des opinions, c'est pas facile. Mais je crois qu'il y a de toute façon la nécessité de donner ce qui, encore une fois, correspond à des biens publics, à savoir les fréquences, les canaux. Et donc, il faut bien un organisme en charge de l'audiovisuel. Pour ma part, je pense qu'il devrait être désigné à la proportionnelle des résultats au premier tour de l'élection présidentielle. Et que pour que cette proportionnelle soit parfaite, et puis il y a des gens qui ne votent pas, eh bien, on devrait compléter cette désignation par proportionnellement au premier tour de l'élection présidentielle, on devrait la compléter par des citoyens tirés au sort. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de régimes politiques qui ont pratiqué le tirage au sort. Les démocraties antiques, la démocratie athénienne, pratiquait le tirage au sort, et la République de Venise a pratiqué le tirage au sort. Ça a duré 8 siècles. C'est pas si mal. Les mauvais esprits expliquent que le tirage au sort de la République de Venise était parfois un peu arrangé, mais enfin, bon. Bon, voilà. Donc, un organisme à la proportionnelle, complété par des citoyens tirés au sort, et qui aura pour mission d'assurer la diversité, la pluralité des points de vue. Il y a un débat sur un sujet, eh bien, on écoute les différents points de vue. On ne fait pas débattre comme on entend tous les débats à la radio, à la télévision. On fait débattre des gens qui pensent globalement la même chose. Ce qui est très habile. C'est un totalitarisme évidemment beaucoup plus évolué que ceux qu'on a pu connaître au XXe siècle, au XXe siècle, pardon, puisque vous avez l'apparence de la diversité, mais c'est une fausse diversité, puisque on fait débattre des gens qui pensent la même chose. Eh bien, il faut organiser la pluralité des opinions et des débats. Alors, j'en viens à un dernier point qui est tout à fait essentiel.
qui est le financement des médias. Il y a effectivement trois choses. Il y a le financement public, j'en ai parlé. Il y a l'attribution de fréquences et de canaux. Et il y a aussi, bien sûr, l'argent de la publicité. L'argent de la publicité, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est à la fois de l'argent privé, mais c'est aussi votre temps. Ce que la publicité achète, c'est votre temps. Ce qu'avait dit d'ailleurs le patron de TF1, le métier de Delay, le métier de TF1, c'est d'acheter du temps de cerveau disponible. De vendre, oui, de vendre, voilà. Et quels sont les grands acheteurs du temps de cerveau disponible? C'est 4 secteurs économiques, les plus grands acheteurs. Le secteur du luxe, qui a évidemment intérêt à la mondialisation, puisque pour que le luxe se développe, il faut qu'il y ait de plus en plus de riches, de plus en plus riches. La pharmacie, ce qui explique quand même certains débats qu'il y a pu avoir sur le médicament. L'automobile, ce qui contribue sûrement à expliquer un certain nombre d'histoires, comme celle de Volkswagen, parce que les journaux ne vont pas être très regardants sur de grands apporteurs de publicité, et les grandes surfaces commerciales. Voilà les 4 grands secteurs qui, évidemment, ont une influence considérable. Alors, on ne peut sans doute pas supprimer la publicité comme moyen de financement des médias, même si ça porte atteinte, évidemment, à leur indépendance, et même si ça pèse sur leur orientation idéologique. Mais au fond, on pourrait parfaitement prélever sur cette manne publicitaire un pourcentage qui serait réparti au bénéfice des médias alternatifs sans publicité et donc libre par rapport aux grands apporteurs d'argent, et on pourrait ainsi rétablir un certain équilibre entre les médias de l'oligarchie et les médias alternatifs. Voilà le troisième élément, la troisième proposition que je fais pour rétablir la pluralité dans le domaine des médias. Alors, pour conclure, je voudrais dire qu'il faut être tout à fait lucide sur un point. Il n'y aura pas de changement politique significatif, ou en tout cas de conséquences significatives de changements politiques avec les médias actuels tels qu'ils fonctionnent. Avec les médias actuels tels qu'ils fonctionnent, rien n'est possible. Alors, c'est vrai que les médias actuels, les médias de l'oligarchie, perdent chaque année de l'influence au profit des médias alternatifs. Les médias alternatifs qui ont 1000 fois moins de moyens, ou 10 000 fois moins de moyens, mais qui exercent une influence croissante. S'il n'y avait pas les médias alternatifs et les réseaux sociaux, ni les Allemands ni vous n'aurez jamais entendu parler de ce qui s'est passé à Cologne, à Stuttgart et dans d'autres villes allemandes le soir de la Saint-Sylvestre. Mais ceci étant, c'est quand même un rapport de force tout à fait déséquilibré et qu'il faut rééquilibrer. Et il n'y aura pas de changement profond sans mise en cause du pouvoir médiatique. Et je vais vous dire qu'il est possible quand même de rétablir une certaine forme de pluralisme médiatique. Je vais citer l'exemple d'un certain nombre de pays où il y a davantage de pluralisme médiatique qu'en France. En ce sens qu'il y a des médias qui défendent les intérêts de l'oligarchie mondialiste, de l'oligarchie bancaire, de l'oligarchie financière, mais qu'il y a aussi des médias qui expriment une opinion différente, qui expriment une opinion plus respectueuse des traditions,
plus respectueuse des valeurs patriotiques, et donc il y a un certain pluralisme médiatique. Ces pays, ce sont les pays qui sont aujourd'hui mis au banc de l'humanité, si j'ose dire, par nos médias oligarchiques, qui voient bien le danger. Quels sont les pays où il y a une certaine diversité d'opinions dans les médias, où il y a des médias qui donnent la parole à des gens qui pensent différemment les uns des autres? Et bien ces pays, ils se trouvent à l'Est. C'est la Russie de Poutine, c'est la Hongrie de Viktor Orban, et c'est la Pologne de Jarosław Kaczynski, qui subit en ce moment une attaque massive de la part des institutions de l'Union européenne et des médias occidentaux. Pourquoi cette attaque massive? Parce que ces pays ont compris que pour faire une politique indépendante, une politique patriotique, ils devaient avoir un certain équilibre médiatique, et que sans interdire aux autres de s'exprimer, il fallait au moins assurer aux leurs, et je dirais aux nôtres, d'avoir aussi la parole. Merci Jean-Yves Le Gall.